Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Block Pass, qui n'est plus trop un podcast d'ailleurs maintenant puisqu'on a introduit la vidéo depuis un petit moment. C'est un Vidéocast, je sais pas comment ça s'appelle, je regarderai. c'est... Enfin bref, bienvenue, on est content de vous retrouver après cette petite période d'absence. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, donc on a voulu faire une petite vidéo pour balayer toute l'actualité, les différents reports et l'actualité plus ou moins chaude avec la reprise du MXGP. L'idée c'est de faire quelque chose d'un peu structuré, donc de parler à la fois des US et du MXGP de l'autre côté. Donc on va d'abord commencer avec l'outdoor US, des transferts qui sont liés un petit peu aux pilotes outre-Atlantique, et les différentes rumeurs qu'il y a pu avoir, et nos avis là-dessus bien sûr. Ensuite on parlera de la reprise et du nouveau calendrier MXGP qui a été dévoilé, notamment par Infront dans les jours qui viennent de passer. L'annulation officielle maintenant du Motocross des Nations à Ernée. Donc l'Outdoor US, on a eu la triste nouvelle, ça devait reprendre le 16 juillet, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça a été, on a eu la triste nouvelle de savoir que ça a été annulé, de manière assez logique en soi, puisqu'il y a une envolée des cas et de la situation sanitaire qui s'est aggravée aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, ils sont encore très bien gouvernés et ils s'en foutent de la distanciation sociale et les masques ne servent à rien apparemment. Donc du coup, on n'a pas de championnat outdoor. Pour le moment. Ouais, pour le moment, on n'a pas trop d'informations. Ouais, pour le moment, tout est en pause, stand-by. On avait à peine fini le SXUS, on était chaud. On s'est dit ça va enchaîner avec le MXUS, ça va être super cool. Parce qu'honnêtement, moi j'ai bien aimé au final, avec du recul, la reprise du SXUS avec les courses tous les 3 jours, etc. Je trouvais que c'était super cool. Donc je me suis dit un peu même schéma, ça va enchaîner tous les week-ends, à peine le temps pour les pilotes de se préparer pour l'outdoor que ça commençait, et à peine chauffé, on est redescendu, annulation du championnat. Je crois qu'il y a des pilotes qui ont pris un peu des vacances et qui vont ensuite se repréparer, qui profitent vraiment de ce break. Voilà, vu qu'ils n'ont pas de date, c'est maintenant pour le repos et ensuite on reprend le charbon. Mais c'est sûr que ça va être hyper dur à la fois pour les teams, les sponsors extérieurs, les pilotes, de préparer les budgets, de préparer les déplacements, le personnel quand même. Enfin, tu vois, les teams c'est des entreprises. Ils ont besoin d'avoir ils ont des mécanos qui sont employés, qui bossent. Bon, là-bas c'est encore différent d'ici où il y a plein de couverture sociale, etc. Mais ça je sais même pas comment c'est trop organisé. En fait, de ce que j'ai lu, je te coupe vite fait, mais les deux principaux problèmes, donc pour les teams demandent de la visibilité à l'organisation, donc je sais plus si c'est MX Pro, je sais plus comment ça s'appelle, mais Pro Motocross. Ouais, Pro Motocross, pardon, pour pouvoir justement s'organiser et perdre le moins d'argent possible, parce que eux ils envoient du coup des ressources et ils veulent faire des circuits routiers, parce que c'est des camions qui partent réduire les budgets vu qu'ils ont moins de revenus, et faire des choses logiques et optimiser les kilomètres faits par leurs équipes, et pouvoir s'organiser à l'avance. Donc ils demandent des chauffeurs, de la visibilité, et qu'on peut pas leur donner pour l'instant, donc c'est assez compliqué. Et à la fois, donc il y a déjà des états sur lesquels il y a très peu de chances Je sais qu'Unadilla par exemple, qui est dans l'état près de New York, c'est impossible qu'il y ait une course, puisque New York a déjà refusé. Et par contre, il y a des états sur lesquels c'est plus ou moins mouvant selon la... Je crois que la piste aussi, Hangton, là où ils font d'habitude l'ouverture, c'est près aussi de New York, même état. Donc c'est mort. Et après, il y avait certaines pistes dans lesquelles peut-être c'était possible, notamment Loretta Lynes, qui parlait d'une reprise éventuellement là-bas. Ouais. Après, bon, on spécule, même eux, les promoteurs, ils sont en plein, je pense, en train d'essayer d'essayer à la fois d'organiser, mais comme le nombre de cas a augmenté, ils sont bloqués de tous les côtés. Et la grosse différence, pour préciser, avec le Supercross, parce que on pourrait se dire, ok, ça a repris au Supercross, ils ont réussi à mettre tout un stade, pourquoi ils font pas la même chose et ils changent de circuit pareil en outdoor? C'est pas possible, puisque en fait il y a des propriétaires de terrain aux États-Unis et même en Europe, et eux ils sont pas prêts à s'asseoir sur la billetterie, ce qui est logique. Donc du coup ils refusent complètement que l'épreuve ait lieu s'il n'y a pas de public. Concrètement, c'est aussi lié aux droits TV, c'est-à-dire que les droits TV, les revenus publicitaires liés à la télé sont nettement inférieurs en motocross qu'en supercross. Et les clubs de motocross ne sont pas rentables, c'est le même problème aussi en Europe, ne sont pas rentables s'ils n'ont pas d'entrée spectateurs ou des entrées spectateurs avec un nombre limité. Okay. Donc en gros, ce que tu disais pour de faire ça un peu en quarantaine, changer la piste,
ne pas avoir de spectateurs, c'est pas viable pour eux. Les Je- propriétaires de circuit se refusent Ouais, de mais faire ce schéma-là. Ok, parce que c'est un peu ce qui va se passer en MXGP, donc c'est pour ça que je suis un peu plus... Ouais, après, peut-être qu'il y a des clubs qui arrivent à avoir beaucoup moins de coûts que dans d'autres. Peut-être que sûrement que dans certains pays, on en parlera avec le MXGP, mais ils arrivent à avoir des autorisations pour accueillir plus de spectateurs. Moi je vais te dire mon point de vue, mais encore une fois je me suis pas bien renseigné là-dessus, mais les droits TV ne rentrent pas du tout dans le schéma financier des propriétaires de motocross qui touchent rien là-dessus. Ouais, ça c'est sûr. Donc ils s'en foutent en fait des droits télé. Ils ont et besoin eux, des entrées. ils ont besoin des entrées. Ouais. Donc ils refusent. Voilà. La billetterie, les sandwichs, les bières, les mecs mais qui du viennent. coup, qu'il y ait des droits télé ou pas, pour eux ça change rien. C'est pour ça que je comprenais pas trop ton point de vue. Bah, c'est-à-dire que leur business model il est basé sur les entrées, Exactement, alors que le SXUS il est basé, si j'ai pas été clair. Ouais. Désolé, alors que le SXUS il est basé sur, principalement, mais il y a plein d'autres choses, mais il est basé principalement sur les droits TV et les revenus publicitaires. Voilà. Et Feld paye et loue les arènes dans lesquelles ça se passe. Voilà, exactement. Ok. Toute chose à dire là-dessus? Non, vivement qu'on puisse y voir un petit peu plus clair et qu'on ait du motocross et des courses de 450, 250 avec nos Français, le retour de Marvin Musquin en forme j'espère. Après il se prépare, à la limite ce qui est bien pour lui. Ouais. Ça retarde un petit peu son retour, ça lui laisse plus de temps pour se préparer et du coup on peut espérer l'avoir en super forme. Ouais. On avait fait un petit post pour faire une transition sur le marché des transferts éventuels. Nous, ce qui nous intéresse forcément en premier lieu, c'est la future destination de Dylan Ferrandis, qui arrive du coup avec un statut de double champion, qui va l'aider, je pense, dans ses négos encore une fois. Mais voilà, moi, pourquoi ça m'intéressait? Parce que tout le monde peut se dire, oui, c'est facile, il va aller chez Yam. Et c'est ce qu'on pense dans la majorité des cas. J'ai tendance à penser ça, toi aussi. Ouais, mais il y a des paramètres extérieurs. Enfin, vas-y, je t'ai coupé, continue. Non, mais je me dis simplement que si ça prend autant de temps, c'est qu'il y a des raisons, puisqu'il y a des choses. Et un pilote qui avait le même statut que lui, donc Chase Sexton, pour lequel ça a été beaucoup plus limpide, et ça avait été annoncé, et c'était très fluide. Qui est resté de Honda, qui avait déjà signé pour l'Outdoor. Voilà, ça s'est fait vraiment de manière hyper carrée. Alors, soit il y a un flou chez Yamaha et c'est pas clair, soit ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un plan financier, mais ça me faisait douter, et du coup, ça m'amusait de me dire idéalement où est-ce que j'aimerais le voir. Donc il y a deux choses, il y a où est-ce que c'est possible de le voir, et il y a où est-ce que j'aimerais le voir. Et c'est marrant parce que dans la réponse qu'on a eu, on a eu un peu de tout. Ouais. Et après c'est vrai que la question que tu as posée m'intéresse, j'aimerais bien connaître ta réponse après sur où est-ce que tu aimerais bien le voir et où est-ce qu'il est possible de le voir. Après ce qui est un peu surprenant, c'est vrai que souvent quand ça tarde à annoncer les signatures, surtout si on pense qu'il reste chez Yamaha, c'est que les pilotes qui annoncent leur signature très tard de contrat, souvent c'est parce qu'ils changent de marque et que dans leur contrat c'est stipulé qu'ils ne doivent pas parler d'une autre marque tant que leur contrat est encore valable. Donc souvent c'est en MXGP, souvent c'est jusqu'à septembre, novembre. Parfois en fin d'année, c'est quand c'est des années, donc c'est en décembre. Donc on pourrait se dire il annonce rien, donc c'est qu'il va pas rester chez Yam. Après il y a une autre question qui se pose, c'est quels sont les guidons disponibles. Voilà, moi je le vois signer chez Yam, mais je suis étonné qu'on n'ait toujours pas eu d'annonce, surtout s'il reste dans la même brand. Alors guidon disponible, c'est une bonne question. Donc, pour être très clair, il y a Yamaha, il y a des guidons disponibles, où c'est le flou avec Barcia et même avec Plessinger. Bon, on peut parler de ça rapidement. Plessinger, son contrat est terminé. Logiquement, il va partir. Ses résultats sont pas satisfaisant, pas à la hauteur d'un team officiel Yamaha qui a envie, je pense, de faire des bons résultats. Beaucoup blessé. On a un Justin Barcia qui est en fin de contrat, mais clause. Ouais, il a une clause où s'il fait un top 3, que ce soit en outdoor ou en SX, il a une extension automatique de son contrat, donc ça changerait pas mal de choses. Toujours utile qu'il resterait une place chez Yamaha pour Dylan Ferrandis. Après, il y a aussi Shane McElrath qui monte, qui est forcément derrière Dylan dans la hiérarchie, mais on peut imaginer un renouvellement à 100% de Tu crois un top 3 de Barcia en dedans? Pas du tout, non. Ouais. Ok. Moi non plus, mais sait-on jamais, après, blessure haute, mais je crois pas je crois pas un top 3 de Barcia, donc il sera en fin de contrat. Est-ce que Yamaha peut-être Yamaha aussi voudra le re-signer? Je suis pas sûr. Tu vois, il a gagné quand même l'ouverture, il a fait un ou deux podiums.
Ouais, mais en tout cas, si je suis team manager Yamaha, vu la saison qu'ils ont fait de SX, qui est quand même leur source de revenus principale et leur objectif numéro un, je pense, je mettrais un bon coup de balai. Ouais, moi aussi. Quitte à dépenser un petit peu d'argent, j'allongerais un peu de billets pour Dylan Ferrandis, double champion, et un peu moins en prenant McElrath, son équipier qui est champion en titre, qui a fait une bonne saison, qui a progressé. Voilà, après c'est dommage pour Justin Barcia. Et les autres options du coup Autre option, il n'y en a pas beaucoup. Il y a éventuellement. Il y en a deux principales. Ouais, deux principales. C'était Suzuki, mais apparemment ils annoncent la fin de leur engagement dans l'industrie du supercross. Il n'y a rien d'officiel encore, mais il n'y a rien d'officiel, mais ce sont des rumeurs. Donc ça me paraît peu plausible. Ouais. Après, on a. Bah vas-y, dis-le. Bah, on a éventuellement Husqvarna. Ouais, Husqvarna qui passerait qui reste. Dans l'éventualité où Husqvarna reste à 3 pilotes. Parce qu'il y a uniquement. Donc il y a 2 pilotes qui sont encore sous contrat, pour être très clair, qui sont Jason Anderson et Zach Osborne. 2021. Exactement. 2022, je crois, 2022 pour Anderson, qui avait signé après son titre. Fin de contrat pour Wilson. Fin de contrat pour Dean Wilson. Donc ce serait l'éventualité plutôt intéressante d'ailleurs, je trouve, mais qui a peu de chances de se produire. Ouais, moi non plus, parce qu'en plus Husqvarna appartient à KTM. KTM, ils ont déjà quand même 2 pilotes. Ils ont un pilote qui est champion, qui est Cooper Webb. Ils ont un top pilote, un deuxième top pilote qui a fait plusieurs fois vice-champion, qui est un prétendant au titre, Marvin Musquin. Ils ont dans leur marque, du coup, leur seconde marque, on va dire Husqvarna, un Jason Anderson qui a déjà été champion, qui doit leur coûter aussi un peu d'argent. Ils ont un Zach Osborne qui est double champion aussi light. Et Dean Wilson qui est un bon pilote mais qui a entre guillemets jamais rien gagné à part un titre d'or 250, qui est en fin de contrat, qui potentiellement libérerait une place, sauf si, ce que j'ai aussi entendu dire, Husqvarna réduisait un petit peu le budget et passait de 3 à 2 pilotes. Voilà, après il y a une troisième option, KTM. Ouais, bon, option pour moi très peu probable, dans le sens où en fait Cooper Webb n'a pas encore prolongé, mais je vois pas comment il arriverait pas à trouver un accord avec les 2 saisons qu'il vient de fournir. KTM doit être content, lui il avait pas du tout performé comme ça, donc il doit être très bien chez KTM. Et ça voudrait dire en plus qu'il repartirait pour aller chez Yamaha, qu'il a quitté en sous-performance. Mais par contre, ça peut expliquer le fait que ça retarde les mouvements sur le marché. Ouais, peut-être que c'est un gros poisson et peut-être que lui veut faire monter les enchères. Voilà, et que aussi Dylan veut faire monter. C'est peut-être les deux qui ralentissent, qui tiennent un peu les commandes des transferts, vu que tout est verrouillé. Après, tous les autres pilotes sont verrouillés. Il y a très peu de place. Je pense qu'il y en a sûrement un des deux qui essaie de faire un peu monter les enchères. Et ça fait que les transferts sont bloqués. On n'a pas d'annonce officielle. Voilà. Et donc du coup, pour conclure là-dessus, moi, où j'aimerais le voir, je pense, il y a 2 choses qui m'attireraient. Où t'aimerais le voir, on va faire 2 trucs. Où t'aimerais le voir, pour toi, il y a des places partout, on imagine ça, il y a des places partout. Quel team tu te dis, ce serait le mieux, la meilleure moto, la meilleure équipe autour de lui, meilleure atmosphère et tout. Je trouve ça marrant de se faire un peu comme ça. Et ensuite, sur les possibilités qu'on a évoquées là, où est-ce que tu aimerais le voir? Ok. Donc pour moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est un peu fantaisiste, mais ce serait de le voir coéquipier de Jason Anderson chez Husqvarna. Ok. Ça, c'est vraiment mon pseudo-rêve, où je trouverais que ce serait une doublette stylée, et je pense que ça fonctionnerait bien, et que la moto est très bonne en plus. Et derrière, j'aimerais, et je pense qu'il va rester chez Yam l'année prochaine. Ok. Moi, je vais me prononcer aussi. J'aimerais aussi qu'il reste chez Yam. Je pense qu'ils sont capables de lui faire une bonne moto. Même quand il a fait quelques piges un peu en 450 en SX, je trouvais qu'il était bien il était moins bon qu'il est là en SX, et je trouvais que la moto lui allait déjà bien. Et puis on voit aussi que ce soit en Europe etc. Là, je pense que la 450e est une bonne moto. En SX, il aura peut-être un petit peu de développement à faire, mais son coach actuel, DV, je trouve qu'il est hyper bon pour ça aussi. Je trouve qu'il lui a fait passer un gros gap, je pense, dans la mise au point de ses motos, le développement.
Et je suis sûr qu'en 450e, ils arriveraient tous les deux à avoir une moto nickel pour lui. Et équipe de rêve, ouais, je dirais Husqvarna ou à la limite, Il y en a une seule. Hein. ouais, Husqvarna. Ouais, je vais rejoindre. Tu m'as influencé, mais carrément un duo avec El Hombre. Deux pilotes que j'aime bien. Ok, bon bah. Next. Ouais, on verra si ça donne, Ouais. mais c'est intéressant. Donc ensuite, on va traverser l'Atlantique et aller faire un petit tour vers le MXGP où pour le coup, il y a une actualité qui est beaucoup plus précise, où il y a un nouveau calendrier qui a été dévoilé. Enfin, ça y est. Enfin, l'idée, c'est plutôt de se demander ce qu'on pense de ce calendrier, ce qu'il en est, toujours en sachant que c'est une situation qui est encore particulière, donc nous, on peut critiquer, on va dire des choses, etc., mais je pense qu'ils ont fait au mieux, et l'idée est toujours d'avoir un maximum d'épreuves qui se déroulent sur une plus courte durée possible. Donc c'est forcément très dense. Et le choix qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui se rassemble et ce qui est fait par la plupart des championnats mécaniques qui reprennent, que ce soit la Ouais. F1 ou ce qui a été Ouais, fait avec la carrément. SX. Donc de limiter les déplacements en faisant des épreuves sur les mêmes circuits et d'affilée. Ouais, plusieurs courses dans un lieu unique. Je pense que ça leur permet d'optimiser et de combler les trous d'un calendrier. Mm. Voilà, Je tout pense que c'est une simplement. demande des teams aussi, tu vois, qui Bah ouais, voudraient pas pour forcément réduire réduire les pour coûts. réduire les coûts. Donc là, c'est le Euh, 8 août à Kegums. Au final, c'est quand même une bonne solution. On préfère toujours voir trois grands prix, bon, pour les pilotes, etc. Je sais pas, mais en tant qu'extérieur, en tant que spectateur et fan, moi je suis content de voir trois épreuves au même endroit, ou en SX, où il y en a eu encore plus au même endroit, avec une piste qui évolue, c'est encore mieux, Ouais, le circuit va plutôt être que de rien modifié voir à du chaque tout. fois. Le circuit va être modifié Mm. à chaque fois, donc c'est à Kegum, ça reprend le 8 août, je répète, mais pour toujours Ouais, remettre le ouais, en contexte pour ceux gros, qui ne le sauraient pas. ouais, donc reprise le 8 août à Kegums, comme tu l'as dit. Ensuite, il renchaîne, donc ce sera un dimanche, il renchaîne le mercredi à Kegums également, donc en Lettonie, sur un circuit qui sera modifié. Alors, entièrement, je pense pas, mais un peu comme le SXUS, hein, ils changeront peut-être le sens du circuit, des obstacles, etc. Ce qui est plutôt cool. Et ensuite, il renchaîne le dimanche, donc trois épreuves en une semaine. Ça va être intense, format complètement différent, sur une seule journée. Donc on aura un essai libre, je crois, de 15 ou 20 minutes, un essai chronométré, un petit peu comme ça se faisait avant, donc qualificatif. Et ensuite on aura deux manches de 30 plus 2. Donc schéma, je trouve plutôt sympa. Sur la même Euh, journée. Ouais. Ça va peut-être apporter aussi de plus short, plus intense, moins de courses normalement, donc peut-être que tout le monde va être plus chaud et voilà, ils vont moins penser sur un championnat qui fait 20 courses, qui est étalé en 8 ou 9 mois. Là, ça va s'enchaîner, il va pas falloir louper d'épreuves, il va falloir marquer des gros points et être dans le coup. Moi, ce que j'aime bien sur ces schémas, et c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que ce soit sur la Formule 1, encore une fois, je pense exemple là, mais qui a repris Ouais, sur ce qui s'est fait sur le SXUS ou ce qui va se faire là, c'est qu'en fait, on ne sait pas en fait à quel moment ça va se terminer. Il n'y a pas de visibilité sur. Je veux dire, le calendrier, pour l'instant, il est ce qu'il est. Il peut évoluer, mais il peut ne pas évoluer. Donc on n'a pas trop de visibilité, donc il n'y a pas trop de place pour le calcul. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de commencer doucement et d'arriver pas prêt. ouais. Et de te rater sur une épreuve Et ou deux. peut-être que les pilotes vont aussi se mettre un peu vont penser à ce qu'on avait évoqué à un moment à SXUS, où il y avait eu, on va dire, la moitié du championnat qui était passé, et où on a dit, ouais, coronavirus, annulation, ceux qui sont en tête des championnats sont titrés. Peut-être que les mecs qui sont actuellement en tête du championnat ou en deuxième position, on pense à un Gerd Servial et un Erlins et un Tim Geiger qui sont qu'en quelques points. Ils vont se dire la plaque rouge, il faut que je l'ai à chaque course. Si jamais il y a une fin de championnat, le coronavirus reprend, il y a une course c'est pas possible qui est annulée ou autre, clairement je pense qu'il faut être en position de leader à chaque fois et ça va laisser place, moi en tout cas je pense, j'y crois, à des belles courses. En tout cas c'est ce qu'on a eu en SXUS et ils se sont vachement calqués quand même, hasard ou pas je pense pas. Le MX, la reprise du MXGP c'est calqué vraiment sur un schéma Semblable. SXUS, sûrement aussi parce qu'ils ont vu que c'était quand même une réussite et que ça s'était bien déroulé. Ouais, ouais. Ouais, je pense que tous les championnats qui reprennent, je pense que ça va être la même chose. Ouais, MotoGP ouais. qui va reprendre, ça va être à peu près des formats similaires. Donc c'est un peu les choses positives qu'on peut retenir. Moins de calcul, plus de spectacle, on espère. Voilà, en général, quand c'est plus court, c'est plus intense. Donc, Ouais. je pense que ça va être l'image du futur championnat après la reprise. On peut aussi parler un peu des pistes qui ont été sélectionnées.
Bon, après, il y a quelques pistes à valider, mais on a quand même au début première visibilité sur le championnat. Les rois de la Cilice vont être contents, je pense, quand ils ont découvert le championnat. 3 épreuves donc en Lettonie sur une piste plutôt sablonneuse. Ensuite, je crois qu'on en a quand même potentiellement 2 ou 3 dans le calendrier. Alors, je connais plus l'ordre exactement, mais 2 ou 3. Ok. Ensuite, et c'est des triples épreuves. Donc il y a 3 courses à Lommel et 3 courses à Kegums. Donc ça fait déjà 6 épreuves sablonneuses. Je pense que tous les pilotes vont se ruer vers à laquelle on peut. Je pense que là, tous mes pilotes montent en Belgique un petit peu. Pour ceux qui veulent jouer le l'avaient titre. pas fait avant, en Belgique, manger un peu de sable avant la reprise. Après Kegums, on part en Turquie, mais apparemment, c'est pas sûr. C'est pareil, c'est un peu incertain. Ensuite, Italie, Fenzar, donc retour sur une piste que. Il y a 2 fois Fenzar. Ouais, 2 fois Fenzar où on avait eu. Moi, il y avait déjà eu des grands prix. C'est une piste qui est assez cool. Pour le coup, c'est de la terre. Ensuite, on va en Lombardie, donc on reste en Italie. Après, on va peut-être pas tout faire, mais du coup, il y a. Non, mais en gros, c'est Roue du Sable. C'était un peu ça que je voulais souligner. Ensuite, on aurait le MX des Nations en Angleterre. Non, pas le MX des Nations. Si, qui est au milieu du championnat. Après Lombardien, Espagne. Ouais, Espagne, ok. Donc ça, c'est du dur, c'est une nouvelle piste. Et ensuite, on aurait au milieu du championnat le MX des Nations en Angleterre. Donc, et avec normalement des points qui seraient distribués pour que les pilotes du MXGP participent, etc. Angleterre, super piste aussi. On évoquera un peu le MX des Nations de toute façon après. Ils iront quand même aussi en Argentine, Russie et Portugal. Mais en tout cas, beaucoup de sable et va falloir être prêt physiquement. Chaleur et sable, on sait que c'est dur. Je pense que Argentine, Russie, Portugal, c'est hypothétique. Ça demande des confirmations, quoi. Ouais. Bon, comme le reste. De toute façon, ils vont prendre les épreuves les unes après les autres. La Lettonie, pour l'instant, c'est sûr, c'est validé. Après, c'est en fonction de l'évolution du virus. De la situation, ouais. Bonne transition sur. Je pense qu'il n'y a pas. Non. Si on veut dire un peu ce qui se fait, le gros débat, c'est de dire. On l'a constaté, on en a parlé là, il y a beaucoup d'épreuves dans le sable. Ça va avantager des personnes. Si on parle du principal intéressé là-dedans en 450, c'est de dire que Jeffrey Herlings va être largement avantagé, et je le pense aussi. Après, on a vu à Valkenswaard notamment que Geiger était très fort cette année dans le sable. Donc moi, je suis pas persuadé que ce soit gagné. Même si on a eu un Valkenswaard cette année qui était quand même spécial et c'était pas du gros sable mou, c'était truffé d'ornières, c'était surtout détrempé. Herlings a gagné, mais Geiger était très fort et surprenant. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette épreuve de Valkenswaard comme un comparatif pour connaître l'état de forme et de vitesse d'un Geiger dans le sable? Je suis pas certain que ce soit un excellent repère. Voilà, on n'a pas eu les conditions d'un Valkenswaard habituel ni d'un Lommel. Voilà. C'est tout ce qu'on a en tout cas. Mais moi, c'est tout ce qu'on a. Je veux dire, c'est que évidemment, si je fais comme tout le monde, je me dis c'est bon, le championnat est plié, ils ont fait ça pour avantager Herlings ou ce qu'on veut. Perso, j'y crois pas du tout. Et j'ai bon espoir que Geiger sache encore hisser son niveau et nous surprendre. On l'évoque et c'est ce qui se dit beaucoup, Sable, Herlings, mais il faut pas oublier que même la reprise à Kegums, c'est une tendance sablonneuse, mais c'est quand même une texture, c'est dur en dessous le sol. De mémoire, Tim Geiger avait gagné l'année dernière avec un retour de Jeffrey Herlings qui avait fait la première manche qu'il avait gagné avec le pied cassé en tombant dans le sighting lap. Et c'était sa course de reprise. D'ailleurs, c'était assez impressionnant. Petit rappel, retour en arrière. Voilà, après, transition à Mix des Nations. Non, non, mais oui, transition à Mix des Nations, du coup, qui est annulée. Malheureusement, sur une piste qu'ils avaient refaite de A à Z, où on avait vraiment un beau. Moi, je m'attendais à un très beau spectacle. Malheureusement, je pense que c'est une sage décision, ils ont dû reporter. On n'aura pas de motocross en France cette année, en tout cas pas de motocross de niveau majeur, mondial. Mais donc du coup, en plus, donc on se retrouve à Metz-les-Bassines, qui est quand même une superbe piste, qui est pas loin, donc pour ceux qui veulent y aller, je pense que c'est toujours une bonne opportunité s'il y a du public qui est autorisé de manière conséquente. Et donc comme tu l'as dit, en plein milieu du championnat, ce qui est quand même assez inédit.
Et moi, pour ma part, donc ils évoquent le fait que maintenant ce soit quasiment considéré comme une épreuve au niveau du comptage des points à part entière du MXGP, championnat du monde. Moi je suis pas fan de ça. Mais... Si c'est le cas, on perd un peu l'essence même du motocross des nations. C'est une très belle épreuve et c'est cool qu'ils fassent tout pour la maintenir. Mais on dénature complètement la MX des nations, je trouve. Là. En plus, on aura normalement les États-Unis se déplaceront pas. Ouais, c'est mort, je pense. Voilà, non mais pas leur meilleur pilote. Pas leur meilleur pilote en tout cas. C'est quand même ouais, ça dénature le truc, surtout s'il y a des points pour le championnat. Enfin, moi perso, je sais pas s'il fallait maintenir le MX des nations ou chercher un format complètement différent. Ou aux US pendant le championnat, il aurait fallu trouver un accord avec Pro Motocross pour que les pilotes américains qui y participent marquent des points peut-être aussi avec eux. Non mais qu'on a réussi à réunir un peu sur une épreuve, le championnat US, le championnat MXGP pour le MX des nations et qu'il y ait des points distribués. Moi mon point de vue c'est que pour cette année, il faut l'annuler. Ça fait plus de sens de donner des points pour le championnat du monde, etc. Normalement c'est une épreuve annexe qui joue sur une journée et sur laquelle tout est possible. Et il n'y a pas de gestion, c'est une course fin d'année quand les deux championnats sont pliés. Et le but c'est de ramener la coupe à la maison. Voilà. Mais là je trouve que c'est un peu naturé, moi je l'annulerai pour cette année malheureusement. Je vois pas trop l'intérêt de faire comme ça, ça va être une épreuve du championnat du monde déguisé. Clairement ça va être une épreuve du MXGP où ils vont avoir les maillots de leur pays, quoi. Ouais, leur fédération. Exactement. Voilà, mais visiblement c'est pas du tout ce qui est prévu. Là c'est nos avis. On est ok aussi pour avoir vos avis là-dessus. Carrément. Mais apparemment c'est bien validé, c'est bien à Matterley. Dans tous les cas ça fera quand même une belle course, c'est une super piste Matterley. J'espère même pouvoir y aller, c'est l'occasion de faire un beau week-end de motocross. Voilà. Ok, bon, très bien, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout ce qu'on voulait dire. On a fait le tour d'horizon un petit peu de ce qui se passe aux US et de l'actualité. On a essayé, même si pour l'instant on n'a pas grand chose à... Non mais en termes de contenu, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas de course. Hein. Il y a des championnats mineurs qu'on a repris. J'ai vu Tom Vial aller faire un championnat, Tim Geiger rouler également. Qu'est-ce que ça... On n'a pas beaucoup d'enseignements à en tirer. Course de préparation. Voilà. Ouais, clairement. En début de saison. Clairement. Sur des belles pistes par contre. Ouais, c'est vrai. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les différents sujets qu'on a balayés. On sera heureux encore une fois de débattre avec vous. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt pour un peu plus de concret, on espère. Et on est déjà au mois de juillet, mi-juillet, et pour ceux qui sont déjà en vacances ou qui y retournent, profitez bien de vous et de vos vacances et on se voit très vite pour la reprise du MXGP ou d'autres sujets. Salut l'équipe. Ciao.